Donc, bienvenue au deuxième webinaire sur les portraits de la santé mentale en enseignement supérieur, donc différentes populations étudiantes en lien avec leur bien-être, leur vécu et à la santé mentale, évidemment. On est contente, Alice May, de vous recevoir pour ce webinaire-là. Le webinaire d'aujourd'hui porte principalement sur la communauté LGBTQ+. Donc, c'est vraiment l'accent qu'on met aujourd'hui. Et bien sûr, toujours le volet de la santé mentale qui va être abordé. Je peux peut-être laisser d'abord, pour vous mettre la table sur ce qu'on fait à l'ISME, je peux laisser la parole à ma collègue Laura, qui va pouvoir vous expliquer un peu mieux c'est quoi finalement l'ISME. Oui, merci Florence. Donc, l'ISME, l'Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, est une initiative là, qui a pour mission de faciliter l'accès et la mise en commun des connaissances en santé mentale étudiante, de mobiliser aussi la communauté de l'enseignement supérieur. Puis, on reçoit un financement du gouvernement du Québec à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour vous donner rapidement un aperçu de nos activités, donc outre les webinaires comme celui d'aujourd'hui, on organise aussi les journées de transfert de connaissances sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. On est en train de préparer un site web sur la santé mentale étudiante qui va être dévoilé cet hiver et on va aussi lancer une campagne de sensibilisation à la santé mentale étudiante. Et il y a toute une partie santé mentale positive sur laquelle Florence travaille. Donc, je te cède la parole pour en dire plus et inviter nos présentateurs. Oui, donc c'est ça. De mon côté, le mandat que je coordonne à l'ISME, comme Laura l'a dit, sur la santé mentale positive. Donc, on est vraiment plus dans le volet promotion et prévention de la santé mentale. Mon mandat consiste en différents morceaux, dont un qui est de travailler plutôt sur les pratiques pédagogiques des enseignants-enseignantes qui favorisent le bien-être des étudiants. Mais il y a aussi ce mandat-là qui consiste à finalement faire connaître différentes populations étudiantes, différents, pour ce qu'on l'a appelé portraits finalement, qui ont des enjeux spécifiques à cette population-là, des forces spécifiques aussi. Donc pour nous, le but, c'est vraiment de sensibiliser différents acteurs de l'enseignement supérieur en lien avec ces profils-là et présenter que ce soit des expériences, des initiatives qui peuvent être inspirantes puis qui peuvent permettre d'outiller, en fait, ceux qui travaillent en enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, c'est la communauté LGBTQ+, qui est ciblée. On a d'autres webinaires à venir. Par exemple, on a choisi de mettre en lumière la réalité des étudiants et étudiantes des premiers peuples, qui va s'en venir un peu plus après le temps des fêtes, parce qu'on sait qu'ils ont un contexte spécifique, un vécu spécifique. Donc, pour nous, c'est important de le mettre en lumière. La réflexion qu'on a eue derrière en montant ces webinaires-là, ben en fait, c'est de permettre à la fois de faire parler le volet recherche, dont justement Christiane Bergeron-Leclerc, qui est avec nous aujourd'hui, va pouvoir en parler un peu plus. On veut mettre aussi en lumière l'expérience étudiante en tant que telle. Donc, on a Matteo Esteves qui est avec nous aujourd'hui pour parler de son propre vécu en enseignement supérieur. Puis, du côté initiative dans les établissements comme tels, on a Véronique Larreau et Dounia Sabori qui vont nous parler en fait d'une initiative qu'ils ont mis en place il y a déjà quelques années. Donc, pouvoir nous parler de leurs constats en lien avec ça et en lien avec finalement le bien-être des étudiants. Juste avant de leur laisser la parole, je vais vous parler peut-être de quelques petites considérations techniques. Si vous avez des soucis avec l'accès au webinaire, avec le son, quoi que ce soit, des petits soucis techniques, n'hésitez pas à clavarder avec Laura ou avec moi, en fait, avec une personne de l'ISME. Tout le long du webinaire, vous pouvez ouvrir votre caméra, il n'y a pas de problème. Je tiens juste à vous dire que quand on enregistre et qu'on diffuse par la suite l'enregistrement, les seules personnes qu'on voit sont les personnes qui participent, en fait, qui sont en train de parler. Donc, si vous avez la caméra ouverte, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas vous voir dans la diffusion par la suite. Et on garde les micros fermés pendant les présentations. Mais n'hésitez pas à la toute fin, on laisse quelques minutes aussi pour pouvoir interagir ou poser des questions. Donc, il y aura un moment à la fin dédié à ça. Vous pouvez aussi, si vous avez une question qui vous vient en tête pendant les présentations, n'hésitez pas à l'écrire dans le clavardage. Nous, on va regarder par la suite s'il y a eu des questions qui ont été posées pendant les présentations. Fait que je laisserai peut-être
un et une à la fois se présenter quand vous arrivez à votre partie. Donc, je voulais pas voler la vedette aux invités que nous avons aujourd'hui. On va commencer en fait avec Christiane Bergeron-Leclerc qui va pouvoir nous parler un peu plus du volet recherche. Qu'est-ce que ça dit pour la communauté LGBTQ+. Fait que Christiane, tu as la parole. Merci Florence et toute l'équipe de l'ISME là, pour l'introduction et l'invitation à ce webinaire. En fait, je suis Christiane Bergeron-Leclerc, je suis travailleuse sociale de formation, professeure de travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, en fait, c'est nos projets en fait liés à un laboratoire là, vivant sur la santé mentale des populations universitaires. Et dans ce laboratoire-là, on a mené, là, notamment au cours des 2 dernières années, une étude là, sur la santé mentale et l'accessibilité aux services en milieu universitaire. Est-ce que la diversité constitue une barrière? Donc, ça, c'est le premier projet pour lequel là, je présenterai un certain nombre d'informations, de données aujourd'hui. Et on a un deuxième projet qui m'anime beaucoup en ce moment, qui est lié à la mobilisation des forces des étudiants en enseignement supérieur. Et avant d'aller plus loin dans mon propos, simplement vous dire que les informations liées aux données de la recherche qui sont présentées aujourd'hui sont disponibles là, dans des infographies pour lesquelles vous retrouvez le lien. Donc, mon intervention d'aujourd'hui va être en 2 volets. Donc, et c'est vraiment là, avec beaucoup d'humilité, en fait, que je me présente à vous. En fait, je travaille pas seule, mais je suis la représentante d'une grande équipe de travail, donc c'est important de le nommer. Et il y a l'idée, en fait, de partager, en fait, ce qu'on connaît, je dirais, de la littérature internationale, en fait, sur la question et ce que disent nos données de recherche à propos, en fait, de la réalité de la santé mentale des personnes, en fait, qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre. Mon propos va être en 2 points, 2 parties. Donc, si au terme de la première partie, vous ressortez avec une impression de lourdeur, parce qu'on va parler de santé mentale, de détresse, de vulnérabilité, sachez qu'on va conclure avec une note d'espoir au terme des interventions là, de Mathéo, de Véronique et de Dounia. Donc, qu'est-ce que révèlent les écrits, en fait, sur la santé là, mentale, en fait, des étudiants là, qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre? Je dirais dans les écrits qu'on a consultés là, de 2020 à 2022, en fait, donc en contexte, en fait, de pandémie, de crise socio-sanitaire, on a constaté d'une part une détérioration là, de l'état de santé mentale, en fait, de ces étudiants-là, en fait, en particulier chez les personnes trans. Donc, ça, c'est important là, de le mentionner d'entrée de jeu. On a aussi constaté en fait une augmentation de l'anxiété et des manifestations apparentées à la dépression chez les étudiants. Puis je dirais des réalités particulièrement amplifiées par le manque de soutien social et le manque de soutien familial. Les écrits, un peu dans la même lignée, situent en fait que les étudiants qui s'identifient à ces réalités-là pourraient vivre davantage de détresse et ce qui pourrait conduire à un risque suicidaire accru. Donc ça, c'est, je dirais, la première vignette avec les éléments là, tirés des écrits internationaux. Malheureusement, en fait, dans l'étude qu'on a menée là, de 2020 à 2002 auprès des étudiants universitaires, je dirais que les données qu'on a amassées convergent un peu dans le même esprit ou dans le même sens. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre les données internationales et celles qu'on a recueillies là, au Québec. À titre d'exemple, en fait, 6 étudiants sur 10, en fait, considéraient que leur état de santé mentale était détérioré au cours là, des périodes de sondage. La proportion, je dirais, qui est peut-être la plus alarmante ou préoccupante, en fait, c'est que 40% des étudiants sondés avaient songé au suicide, en fait, à un moment ou l'autre de l'enquête. Et je vais, disons, conclure là-dessus pour les informations un peu statistiques, mais à peu près un étudiant sur 2, en fait, avait des manifestations dépressives suffisamment importantes, en fait, pour être éligible, je vais le dire comme ça, à un diagnostic là, de trouble dépressif majeur.
Je m'arrête ici, en fait, pour souligner, ben, d'une part, que les données ont été collectées en contexte de pandémie. Donc, c'est un contexte qui est particulier, en fait, qui importe de nommer. Euh, il est aussi possible, parce qu'on a fait appel à des volontaires, en fait, pour participer à notre étude, que les personnes qui se sentaient les plus concernées, en fait, par l'objet de la santé mentale aient eu envie de décrire leur réalité dans le contexte du sondage. Donc, tout ça pour dire, en fait, que ce portrait-là, en fait, tout en étant réel, comment dire, doit aussi être pris en considération qu'il y a une hétérogénéité de situation et que tous les étudiants là, doivent pas être mis dans le même bateau. Ainsi, tout n'est pas que détresse, comme vous le verrez avec mon collègue qui prendra la parole dans quelques minutes. Donc, Mathéo, la parole serait à toi. Très bien, merci Christiane. Bon, bah voilà, bonjour à toutes et toutes. Je suis Mathéo, donc, et bah, je vais pas vraiment lire, enfin, je vais le dire d'emblée, il paraît que ça aide, je suis vraiment stressé, parce que ça fait ça tout le temps. Fait que voilà, c'est dit. Donc c'est ça, je suis infographiste un petit peu comme sur le tas, donc j'allais dire de formation, mais pas tout à fait. Euh, donc c'est ça, il y a... Bon, attends, je vais plus comme reprendre mes notes. Donc c'est ça. J'ai donc, je suis infographiste. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour une compagnie d'agenda scolaire, en fait. Et à la suite d'un rachat par une compagnie américaine, bon, ben, j'ai été mis à la porte. Et bon, ben, ils ont comme changé un petit peu les façons de travailler. Fait que mon conjoint, qui travaille aussi dans la même compagnie, enfin, ça a fait, j'explique ça comme ça vite fait parce que ça a comme quand même donné un comment dire? Bah, ça a donné comme une direction à mon parcours en fait. Je me suis retrouvé donc comme à chercher une job, en tout cas bref. Et puis j'ai comme c'est ça, j'ai trouvé une job en tant que pigiste et je travaillais genre 70-80 heures semaine devant mon ordi. Fait que ça, à la suite d'un burn-out, je me suis retrouvé comme bah, à chercher de l'aide psychologique. Ensuite, et en fait, c'est ça. Donc, et après un passage à l'hôpital de jour, finalement, c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné bah, déjà, premièrement, comme l'information que c'était possible de reprendre des études à l'université, parce qu'en France, c'est pas quelque chose qui est facile pour des adultes, voire c'est impossible. Fait qu'ici, c'est comme j'ai commencé à m'informer sur ce que je pouvais faire. Dans le milieu hospitalier, j'avais bien aimé les personnes qui nous faisaient comme c'est la technique, comment on appelle ça? Technique de loisirs. Fait que je regardais ça à Cégep Université, je connaissais absolument rien du milieu éducatif ici. Et j'ai finalement embarqué dans un bac en psycho que j'ai terminé. Et bref, en tout cas, j'ai comme pas dire ce qu'il y a sur la slide là. C'est juste comme, c'est ça, je mélange un petit peu les deux en fait. Désolé Christiane, parce que c'est comme je mélange les slides avec plus l'historique du parcours. Donc c'est ça. Le, donc c'est ça. Pour commencer le bac en psycho, en fait, pareil, à l'hôpital, j'ai eu vent, en fait, j'ai entendu dire entre les autres personnes qui étaient là, euh, j'ai entendu parler d'une ressource alternative en santé mentale qui s'appelle Prise 2 et qui offrait du soutien étudiant, du soutien, c'est ça, du soutien aux études à travers, je sais pas si des personnes parmi vous connaissent, à travers le CREP et dont la mission en fait est une intégration sociale à travers le travail, les études ou les arts. Et donc c'est ça, donc il y avait un volet soutien aux études. Je suis allé là, j'ai rencontré une orthopédagogue et étant donné que j'avais un passé de décrocheur vraiment assez important après le bac en France, donc c'est-à-dire au niveau des études supérieures, je décrochais systématiquement de tous les parcours que j'avais commencé. Je me suis dit, OK, ça va peut-être m'aider à rester accroché. Et comme de fait, c'est vraiment le lien. En fait, c'est pas tant les techniques et puis les aides au niveau méthodologie, c'était vraiment le fait d'avoir un lien parce que j'étais quand même assez isolé à ce moment-là. Et donc, ça m'a aidé à passer au travers du bac, à vouloir continuer ensuite. Fait comme vous voyez sur le PowerPoint, là, c'est que j'arrête pas d'étudier. Fait que je me suis professionnalisé en tant qu'étudiant d'une certaine façon.
Euh, et puis quoi d'autre? Donc, à travers ça, en fait, pendant les études, j'ai entamé ma transition à ce moment-là. Et j'étais en plein pendant le bac, fait que c'était vraiment comme euh, pendant, euh, pendant mon parcours, bon, fait que comment je vais parler de ça après. Euh, donc, bon, ce qui a facilité, c'est ça, j'imagine, ce qui a peut-être été plus facile euh, de le faire pendant le bac, c'est l'anonymat que procurent des grands groupes comme dans un bac en psycho à 200 étudiants. Ben, c'est comme je connaissais pas vraiment beaucoup de monde pour que ce soit problématique. Les gens me connaissaient pas avant vraiment. Euh, Après, il y avait, qu'est-ce que je dis ici? Euh, je suis désolé. Euh, tatatam. Donc c'est ça. Bon, c'est de quoi je vais parler ben, de la finalement de ce que ça a du soutien que j'ai eu probablement aussi par rapport à cette transition. Il y avait quand même, c'est ça, faut souligner le fait qu'il y avait déjà un groupe, je pense pas qu'il existe encore. Il y avait un groupe qui était en place, un groupe étudiant par rapport aux personnes transgenres qui avait comme un petit peu pavé la route et il y avait un processus en cours qui était pour qu'on puisse changer le prénom au niveau du dossier scolaire avant même que ce soit officiel à l'état civil. C'était pas encore tout à fait le cas pour moi. C'était comme juste, ça a été comme pas au début en tout cas. Donc j'ai dit au prof, et c'est vu que c'était vers la fin de mon parcours, j'ai dit au prof que j'allais rencontrer, j'avais fait une transition sociale comme un an auparavant. Et j'ai dit au prof, il y a eu quand même un super accueil d'une de mes professeurs qui m'a vraiment encouragé en fait à aller de l'avant, à continuer à l'annoncer aux autres profs parce que son accueil était tellement wow, puis tellement bienveillant, c'était comme OK, ça se passe bien. Et ça a comme enlevé cette appréhension. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Euh, Ah Je oui, peux c'est ça. Pardon? J'allais dire, je peux me permettre, Mathéo, tout Oui. simplement de peut-être réagir parce que moi, je sais exactement ce que tu veux dire. De parler un peu de ce qui t'a aidé, en fait, des forces que tu vues et peut-être de ce qui a été plutôt des freins face à cette transition-là. Je pense que tu as différentes transitions, finalement, si on peut le dire de cette manière-là, que ce soit le retour aux études ou la transition à elle-même. Je sais que tu m'as parlé des points qui étaient peut-être plus difficiles, des freins et des points qui t'ont aidé. Fait un genre de résumé ou survol de ces points-là, je pense que ça peut aider à mieux comprendre ton parcours. Ok, merci, super. Pas de problème. Ben, dans les freins, il y avait, ben, il y a les freins administratifs, là, comme c'est quand même assez difficile administrativement, on s'embarque dans quelque chose d'assez lourd ou qu'on pense lourd, mais ça l'a pas été tant pour moi, parce que j'ai fait les demandes pour le changement au niveau état civil en France, et puis c'était pas mal plus compliqué que de le faire ici au Québec. Je suis arrivé vraiment, enfin, j'ai commencé ma transition, il venait comme d'alléger un petit peu les contraintes en fait ce qui était obligatoire pour avoir une transition au niveau de l'état civil. Fait que je suis vraiment, enfin, j'ai fait comme au bon moment pour que ce soit moins difficile. Il y a eu quand même une lourdeur administrative quand j'ai changé d'université pour commencer un autre programme ou un employé avec les anciens papiers parce que forcément ça nous suit, je veux dire les diplômes d'avant, l'inscription d'avant. Fait que j'ai été admis, j'ai commencé une session, puis finalement deuxième session, elle est en cours et puis je reçois un courrier comme quoi mon admission est refusée. Et en fait, c'était parce qu'ils avaient comme regardé les papiers à nouveau, puis à voir que mon prénom correspondait pas avec... alors que j'avais déjà des papiers officiels, je veux dire. C'était vraiment comme une espèce de, de, de dissonance entre certains papiers puis les nouveaux papiers. Fait que ça a été quand même une grosse source de stress parce que c'est comme je suis en pleine session, puis là, tout d'un coup, j'ai plus le droit d'aller en cours. Et c'est assez stressant, c'est assez réglé, mais c'est toujours le stress de est-ce que je vais être capable de régler ce problème-là, puis est-ce que ça va bien passer, puis
de tout. En fait, il y a cet aspect de toujours devoir, quasiment toujours devoir justifier d'une certaine façon que, bah oui, c'est normal, oui, c'est comme ça, voilà qui je suis, voilà c'est quoi mon parcours. Puis tout le temps devoir le dire, ça peut devenir lourd. Après, pour les forces, bah, si je parle des forces, comme bah, des forces ou du soutien à l'extérieur, j'ai nommé bah, l'accueil d'une professeure en particulier. Je voyais une psy à l'époque, pas la première psy, disons, parce qu'elle a comme pas vraiment accueilli tout ça, la transition. Mais le deuxième, oui, enfin la première, c'est ça, voulait comme pas vraiment m'appeler avec mon nouveau prénom. C'était assez particulier. Et donc, j'ai comme vu quand même un nouveau psy par la suite, et puis ça s'est très bien passé. La ressource dans laquelle j'allais, la ressource alternative en santé mentale, c'était leur premier cas, parce que bizarrement, c'est quand même comme ça qu'on en parle. C'est un cas, hein, c'est mon premier cas. Et, euh, et finalement, bah, c'est ça, j'étais quand même un petit peu, parce que je parle de naïveté comme dans les forces, là. Et c'est le fait de pas être très conscient de la réception ou de comment les gens prennent ça, en fait, ces différences-là. Moi, pour moi, c'est comme il n'y a rien là. En fait, j'ai cette naïveté de croire que tout le monde, pour tout le monde, c'est comme, ben, il n'y a rien là, c'est normal, t'es quitté, puis that's it. Fait que j'avais cette naïveté qui faisait quand même que j'avais moins d'appréhension côté relationnel, pas côté administratif parce que je connaissais les lourdeurs du processus, mais côté relationnel, pour moi, c'était comme, ben, il n'y a pas de raison que les gens se choquent après ça ou soit choqué, enfin c'est ça, que je sois choqué ou soit comme méprisant ou des choses comme ça. Ça arrive, mais disons que j'avais pas cette appréhension, donc je pense que c'est une force d'arriver avec cette attitude un petit peu plus positive, pas parce que je le voulais, mais vraiment par ignorance. Fait que c'est comme, des fois c'est une bonne chose. Et donc quoi d'autre dans les forces, bah, c'est le fait de, bah, socialement vraiment là, étant donné que je suis, bah, j'ai pas de famille ici vraiment. Fait que c'est d'être entouré quand même ben déjà de mon psy, c'est sûr. Après, d'avoir commencé le sport et de m'appliquer, enfin, d'avoir repris le sport, finalement, mais en étant mieux dans ma peau. Fait que, bizarrement, ma force, c'est vraiment déjà la transition, c'est d'avoir fait ce pas-là parce que j'étais rendu à, tantôt, Christiane parlait d'idéation suicidaire ou de tout ça. Bah, c'était, depuis que je suis enfant, c'est comme l'histoire de ma vie, des pensées suicidaires. Et c'est comme, c'est pas que j'en ai plus du tout, mais c'est comme quasiment le jour et la nuit par rapport à ce que c'était avant. Fait qu'il y avait vraiment cet aspect, j'ai rien à perdre de toute façon parce que rendu là, c'est plus vraiment vivable. Et c'est comme genre juste vraiment une bonne chose. Ouais, c'est comme, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire vraiment pour moi là, c'est de passer à travers ça, cette transition-là. Donc, c'est pas mal ça. Puis, bah, le fait de m'impliquer, bah, les études, vraiment, ça aussi, là, de cette curiosité que j'ai peut-être pour les études. Euh, et je sais pas, j'ai eu vraiment la chance, j'ai eu d'excellents professeurs quand même. Après, je veux dire, au-delà du fait que, ou sans parler de transition, mais déjà de voir qui ils sont, leur ouverture à la population étudiante et puis à la diversité de manière générale. Là, ils le disent pas par rapport à moi, mais on le voit dans leur attitude qui ont cette ouverture-là et puis je trouve ça vraiment cool. Voilà. Et, euh, Parfait. Oui, et puis vas-y, juste pour Mathieu. finir aussi, l'agent de soutien, l'agent qui me recevait pour le soutien aux études, aux étudiants en situation de handicap. C'est pareil, il a pris la nouvelle comme, ok, c'est cool. Fait que c'est vraiment bien que ce soit pas, qu'on n'en fasse pas un plat, là, je trouve ça vraiment très bien. Mhm. Merci. Merci beaucoup à toi, Mathéo, hein, pour ce partage très transparent, très sincère, très riche aussi. Je pense que ça va permettre aussi aux prochaines participantes de pouvoir, je pense, rebondir là-dessus. Ce qui me permet ben, de céder la parole à Véronique et Dounia qui vont nous présenter, je pense, une initiative qui créer ce genre d'espace, un safe space pour les gens concernés par ce genre de thématique-là. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Je ne sais pas qui commencer. Je vous laisse aller.
Merci beaucoup. Je vais prendre le relais pour débuter. Véronique va clôturer la présentation. Donc, c'est un projet que j'ai initié, dans le fond, qui s'appelle Paillettes et discussions. Véronique a eu une grande contribution, donc elle pourra vous parler de son apport au projet qui a eu un rayonnement provincial. Donc, le projet, c'est quoi? C'est des prestations de drag king, drag queen, trans queen, entrecoupées de discussions sans tabou. Il y a une importance de la diversité dans l'événement. Ici, oui, diversité sexuelle, mais aussi culturelle au niveau des handicaps, etc. C'était très important pour nous. Et aussi d'avoir un côté d'étudiant. Donc, on a pris le soin d'ajouter des collectifs d'artistes de la relève, si je peux le dire ainsi, dans les événements. Les événements, parce qu'il y a eu 3 éditions, je vous en dis un peu plus sous peu. Donc, les objectifs de l'activité, c'était de proposer quelque chose qui s'inscrivait dans le cadre de la politique contre les violences à caractère sexuel. On visait à sensibiliser les communautés collégiales à la réalité de SLGBTQIA+, parce que malheureusement, ce groupe fait, comme Christiane le mentionnait tantôt, encore partie des groupes ciblés au niveau des violences à caractère sexuel, malheureusement encore. On voulait générer des échanges respectueux, stimulants, briser les frontières, défaire des tabous, proposer aussi des modèles de persévérance issus de la communauté pour montrer aussi la force et le courage des personnes. Créer un moment où les personnes issues de la communauté peuvent se sentir unies et surtout comprises. Puis, on voulait une activité qui était facile à intégrer dans la programmation dans les différents établissements participants. Donc, un service clé en main pour pas que ce soit comme un fardeau d'organiser cet événement-là, mais plutôt que les établissements puissent se greffer à l'initiative en simplicité. Donc, la première édition, comment tout ça a commencé, c'est qu'on était en virtuel. J'étais assise dans mon salon et je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là en tant que conseillère à la vie étudiante au Collège de Rosemont pour, sachant qu'il y a de la solitude et qu'il y a un manque au niveau culturel, qu'il y a des gens qui sont seuls chez eux, qui ont besoin de socialiser et surtout sachant que cette communauté-là est encore plus à risque, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre sur pied pour contribuer à faire une différence? C'est comme ça que la première édition est née sur Zoom, donc à 100% virtuel, le 15 avril 2021. Puis, à ma grande surprise, il y a eu 553 inscriptions à l'activité et 303 connexions. On se rappelle, on avait de la misère à avoir deux, trois personnes sur nos groupes Zoom en ligne. Tout le monde était vraiment tanné. Et pour moi, ces chiffres-là, l'amour qu'il y a eu dans le chat, dans le clavardage, ça l'a vraiment parlé. Ça l'a démontré qu'il y avait un besoin plus qu'autre chose. Et c'est ce qui a donné suite, en fait, à une seconde édition qui a eu lieu en 2022, au mois de mars, à l'auditorium du Collège de Rosemont. On a fait un mode hybride, donc qui était diffusé en direct sur Twitch et on a pu accueillir un public en salle aussi. La diffusion a été aussi c'était possible de la voir sur YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu se joindre le soir même de l'événement, les établissements inscrits ont pu le regarder, faire une projection à l'intérieur de leur bâtiment jusqu'au 30 juin. Donc, ça leur a laissé aussi une petite période pour pouvoir participer à l'événement, même s'ils ne pouvaient pas le jour même. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait des projections en direct dans les salles. On parle de 47 établissements et à la deuxième édition, on est allé rejoindre également des universités. Donc, on parle de 5 universités, 42 cégep et plusieurs connexions, autant en direct sur Twitch que des personnes en salle. Et de là a découlé la... Ah oui, ça, j'ai mis des petites photos, c'est le fun. C'est les photos, en fait, de cégep qui ont fait des projections vidéo, soit en direct ou en différé. Fait que tout le monde a mis un petit peu sa couleur. Donc, il y a des gens qui avaient des cantines, il y a des gens qui ont ramené des organismes de sensibilisation, de prévention. Donc, vraiment pour bonifier l'événement, même s'il était en mode projection. Il y a des gens qui ont amené des conférenciers avant, après, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est vraiment de discuter.
Puis quand on dit vraiment prestations, les discussions sont pas juste à la fin, c'est vraiment entrecoupé. Puis ça, c'était une réflexion qu'on avait eue avec le comité organisateur dès la première édition, parce qu'on voulait pas que les gens ils se branchent en ligne, qui entendent juste une partie qui regardent en fait les prestations, puis après ça, qui se débranchent et qui fassent pas partie des discussions. Fait que l'objectif, c'était qu'ils retiennent quelque chose. D'où le fait que les discussions étaient vraiment entre les prestations et on a gardé cette formule-là. Donc, pour la troisième édition, on a vu encore plus grand. On a fait une petite tournée provinciale, donc à Montréal, à Québec et à Rimouski. Ça a super bien fonctionné. Il y a beaucoup de photos qui en témoignent. Là, je vous en ai mis quelques-unes sur le côté. C'était vraiment le fun parce qu'on avait un noyau de drag qui ont fait la tournée avec nous et on avait bonifié avec des artistes locaux aussi, des régions même. Euh, et aussi, un des constats, peut-être que Christiane aussi, tu pourras en dire plus, mais on a vraiment constaté que en région éloignée, il y a vraiment aussi un manque qui est un peu plus important qu'à Montréal. Ça, en tout cas, c'était quelque chose que vraiment on s'est fait mentionner. Il y a vraiment comme une curiosité. Et cela dit, au niveau du public, c'était 50-50, on va le voir, je pense, tantôt dans les statistiques, tant des gens qui font partie de la communauté qui étaient présents, tant des gens qui ne faisaient pas partie de la communauté, mais qui souhaitent devenir des alliés ou qui l'étaient, ou simplement qui étaient curieux d'en savoir davantage. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Euh, pour la troisième édition, donc justement, on a mis aussi un vidéo non répertorié sur YouTube. Et cette année-là, on a rajouté avec marquise et sous-titres. Dans les artistes, on avait notamment un artiste sourd-muet qui a fait une prestation, toujours dans un souci d'accessibilité, hein. On a également bâti un document avec des ressources d'aide pour chacun des établissements qui se sont inscrits et participé à l'événement. Et j'ai aussi monté sur pied une exposition de drapeaux. Avec tous les établissements ont reçu des drapeaux en tissu, mais aussi des drapeaux en cartonné expliquant la signification de chacun des drapeaux parce que il y en a plusieurs, mais des fois, on ne sait pas ça correspond à quoi nécessairement. Fait que ces expositions-là pourront perdurer à travers le temps. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, ça me ferait vraiment plaisir de vous les acheminer le cas échéant. Donc, quelques photos encore. On a eu 36 établissements d'enseignement supérieur participants cette année. On parle de 12 organismes présents lors des événements de la tournée et évidemment plus de 500 personnes étudiantes dans les salles. Donc, voilà, je vais laisser Véronique vous parler du cadre qu'on a réussi à mettre parce qu'on voulait quand même mettre des balises pour que ce soit un espace sécuritaire. Je vais vous laisser, Véronique, vous en dire un petit peu plus. Merci. Donc, bonjour tout le monde. C'est avec un grand intérêt que j'ai pris part à cette belle initiative de Dounia qui dit que j'ai beaucoup contribué, mais en fait, elle a fait une grosse partie du travail. À l'époque, c'était ma collègue du bureau d'à côté et elle me fait part de son projet. Puis j'ai dit, wow, ça serait vraiment bien d'intégrer un peu de mon côté d'intervention TS dédié aux violences sexuelles au projet. Donc, le but, c'était vraiment de mettre un cadre qui était sécurisant pour tout le monde parce on est conscient que durant cette période-là d'échange et tout, bien que c'est très festif, il peut avoir des malaises, il peut avoir des divulgations, il peut avoir des signalements et tout. Donc, pour nous, c'était vraiment important de mettre en place un espace vraiment sécuritaire avec des personnes intervenantes. Donc, la plupart du temps, on avait un T-shirt marqué «J'aime le consentement». On était très bien identifiés dans la salle. Les gens savaient à qui se référer. On avait une petite salle à part si jamais il y avait quelque chose, mais en général, ça s'est vraiment très bien passé. Pour nous, c'était vraiment important de prioriser la santé mentale des personnes participantes et de ne pas revictimiser. Parce que quand on s'adresse, c'est sûr, à un grand auditoire, on ne sait pas qui a vécu quoi. Et pour nous, c'était vraiment important que ça soit vraiment confortable pour tout le monde. Et le but dans les échanges et tout, c'était pas de choquer, de revictimiser, mais plutôt que de privilégier un confort et une sécurité. Donc, je pense que ça a été atteint.
À la fin de la troisième édition, on avait contribué notamment avec l'aide de Manon Bergeron de l'UQAM, de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles. Elle nous avait aidé un peu à mettre en place un sondage. Ce qui est ressorti, en fait, c'est qu'il y a 87% des personnes qui ont participé au sondage qui nous ont dit vraiment que cet événement-là contribuait vraiment à diminuer les préjugés qui sont présents au niveau de la communauté. Puis, il y a 30% aussi des personnes présentes qui, pour eux, c'était vraiment une révélation un peu, c'était nouveau, qui apprenaient que ce groupe-là était davantage ciblé au niveau des violences sexuelles. Effectivement, comme disait Dounia, il y a 50% des gens qui ont assisté à l'événement qui étaient de la communauté plus, on pourrait dire, hétérosexuelle, puis l'autre partie qui était LGBTQ+. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point les échanges peuvent être riches par rapport à ça aussi, quand tout le monde se rencontre à un point X et que c'est vraiment comme super agréable, super festif. Lors de la troisième édition aussi, on a décidé d'innover un peu pour intégrer davantage aussi les violences à caractère sexuel puis sensibiliser les gens. Donc, je me suis prêtée un peu au jeu en prêtant ma voix, faire une voix hors champ afin d'exposer davantage, d'encourager les gens à venir voir l'équipe d'intervention en cas de besoin. Présenter aussi quelques statistiques de l'enquête pièce qui a eu lieu au niveau collégial en 2019, toujours par l'équipe de Manon Bergeron de l'UQAM, au niveau des violences caractère sexuel chez les personnes vraiment issues de la diversité sexuelle et de genre. Il y avait aussi une invitation aux organismes de sensibilisation de prévention. Ça, c'était vraiment le fun. Au niveau de tous les kiosques pré-événements, donc on a pu, par exemple, à Montréal, inviter le GRI, Réseau Interligne, le GRIP et j'en passe. Donc, tous ces gens-là étaient en mesure vraiment de fournir des petits cadeaux, de répondre aux questions. C'était vraiment très, très riche, vraiment. De donner même parfois du matériel de protection aussi, personnel. Pour nous, c'était vraiment important aussi de diffuser des ressources externes, donc avant et pendant l'activité. Donc, ça a été davantage, on a ciblé 4 principales, donc Interligne, Info Santé, au niveau de l'aide psychosociale, si les gens voulaient vraiment aller à l'extérieur, là. Ligne Info Ressources aussi pour les victimes d'agressions sexuelles et la ligne ressources aussi pour la prévention du suicide. Je vous ai mis quelques citations là, vraiment pour vous donner un avant-goût un peu de ce qui est ressorti de la soirée, mais je vous dirais que tu sais, on sortait là, c'était vraiment énormément de travail, mais on sortait de là, Dunia et moi, vraiment avec le sourire, là, puis tous les gens qui avaient contribué à cette soirée-là, soit en participant ou soit en la préparant, c'était vraiment unanime, c'était festif, agréable, joyeux. Donc, vous avez une petite idée là, déjà de ce qui a pu transpirer, si je pourrais dire, transparaître de ces belles soirées-là. Voilà, c'est un petit peu le topo là, pour moi. Puis si je peux me permettre pour la conclusion, merci beaucoup Véronique. Euh, Dans le fond, nous, on a fait 3 éditions. Puis là, comme vous l'avez compris, j'ai changé de poste. Il y a eu plusieurs changements en termes de charge de travail aussi. On a lancé l'appel pour qu'un établissement puisse prendre le relais. Donc, nous, de notre côté, on ne coordonnera pas une 4e édition. Fait que l'idée était vraiment d'inspirer une initiative puis de montrer aussi les différentes possibilités. Par contre, il y a des outils qui ont été mis en place. Fait que si jamais vous avez des questionnements, vous avez besoin d'outils ou d'encadrement de l'aide, Véronique et moi, on est disponibles pour vous donner un peu nos appris là, des dernières années. Ça va nous faire vraiment plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Ben justement, ça sert à ça un peu, hein, de mettre en lumière des initiatives, autant pour voir ce qui peut se faire, ce qui existe ou ce qui a existé, pour, vous l'avez dit, hein, briser l'isolement, créer un espace sécuritaire, diffuser aussi des ressources qui existent. Donc, vraiment, je pense que vous répondez à ces objectifs-là. Et ben, tant mieux si ça peut donner des idées peut-être à d'autres établissements par la suite qui sont intéressés par ce genre d'initiative-là. Je laisse peut-être quelques minutes pour Christiane, en fait, hein, qui nous avait parlé au départ. Oui, elle présentait des statistiques qui sont peut-être un peu plus
un peu plus négative, mais il y a quand même des aspects ou des pistes de solutions, j'ai envie de dire, qu'elle va pouvoir nous parler. Ouais, puis mes premiers mots vont aller à mes collègues, là. Merci Mathéo, en fait, pour le témoignage authentique, courageux, en fait, qui met de l'avant toutes les forces, en fait, qui sont sur une de mes diapos finales, en fait, la persévérance scolaire, en fait, le lien à l'école, en fait, là, qui peut être important, puis qui peut contribuer au bien-être, en fait. Cette capacité-là, en fait, même si c'est difficile de faire le premier pas, à aller chercher de l'aide, là, que ce soit à travers les réseaux formels, les réseaux communautaires, les réseaux informels, en fait. Toute la question, en fait, du soutien familial et, je dirais, social, là, dans le cas de Mathéo, en fait, on voit que les liens sociaux, notamment avec les enseignants, leur bienveillance, en fait, ont pu contribuer à la bonne santé mentale ou à la santé mentale positive. Mais bon, sincèrement, merci, en fait, et, euh, et bravo, en fait. Je trouve que ça, ça fait vraiment le lien là, avec disons, toutes les parties du webinaire, ce que je voulais dire en finale. Merci aussi à Dounia, à Véronique, en fait, pour cette initiative tellement inspirante, en fait. Puis moi, j'ai tellement envie de lever ma main pour l'UQAC, en fait, pour la suite de Paillettes et discussions, en fait. Puis vous voyez à l'écran, en fait, dans les pistes d'action, en fait, qui émergent de la littérature scientifique à propos de qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, en fait, pour favoriser là, le bien-être des étudiants qui appartiennent là, à la diversité sexuelle et de genre. Il y a deux aspects là, qui touchent la question des violences interpersonnelles, entre autres, puis l'idée de faire de la sensibilisation, en fait, auprès de populations universitaires dans une perspective, là, évidemment, de réduction de la stigmatisation et des violences, en fait. Paillettes et discussions peut pas être plus aligné que ça avec les écrits scientifiques là, sur les bonnes pratiques à mettre en évidence. Il y a d'autres pistes d'action. Peut-être que le contexte de l'enseignement supérieur n'est pas toujours propice, en fait, évidemment, parce qu'on travaille avec des adultes, mais de l'intervention auprès des familles, en fait, lorsque possible, en fait, toujours dans une perspective de soutien social, en fait, c'est quelque chose qui peut être valorisé. De travailler aussi à la création d'espaces, autant d'espaces physiques que d'espaces relationnels, en fait, qui sont sains, qui sont positifs. Puis finalement, travailler à l'amélioration de l'accès aux services en santé mentale font partie, en fait, des pistes ou des choses qui peuvent être déployées dans nos milieux d'enseignement supérieur. Donc, voilà pour la perspective d'espoir ou d'optimisme sur qu'est-ce qu'on peut faire là, dans nos milieux respectifs. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Hein. On se rend compte finalement que ben, la recherche valide un peu ce qu'on fait déjà sur le terrain et inversement, c'est rassurant qu'on a ces pistes-là.